Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous accompagner pour cette nouvelle semaine d'Au Quotidien. Au programme, dans un instant, le journal, la météo et puis à 18h45, c'est Au Quotidien la suite. On parlera des fèves originales et coquines d'un boulanger de Sablé-sur-Sarthe. Et puis avec Margot Seillet, nous parlerons des plaisirs culinaires que l'on peut se faire en ce début d'année du côté de la vallée du Loir. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, c'est le journal en ce lundi 11 janvier. À la présentation ce soir, c'est Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, ils sont heureux puisqu'ils retrouvent un commerce de proximité. Voilà plusieurs années que le centre-ville de Fercé-sur-Sarthe n'avait plus de café multiservice. Depuis ce samedi, les Fercéens peuvent de nouveau faire leurs courses dans la commune. Un Manceau revisite le carnet de santé et le propose en version numérique, un outil à destination des parents pour leurs enfants. Et puis une page de l'histoire célébrée au Mans ce lundi, les 150 ans de la bataille du Mans de la guerre franco-prussienne. Invitée de notre journal ce soir, Karel Henry, présidente du MEDEF Sarthe, nous évoquerons le séminaire sur le web organisé pour les dirigeants d'entreprises, parfois en difficulté, notamment avec la crise sanitaire. Et direction Fercé-sur-Sarthe pour démarrer ce journal où les habitants ont le sourire puisqu'un nouveau commerce vient d'ouvrir. Oui Aurélien, ce samedi, c'était le premier jour d'activité pour Gwen et Philippe, les gérants du nouveau café multiservice. La commune n'avait plus d'épicerie ni de lieu de rencontre conviviale depuis quelques années. Grâce au programme national 1000 cafés et à l'implication de la mairie, les Fercéens et Fercéennes peuvent désormais à nouveau faire leurs courses juste à côté de chez eux. Un reportage de Laure Girard. En face de l'église de Fercé-sur-Sarthe, le nouveau café épicerie multiservice ouvre enfin ses portes. Ah ben ça fait vivre un village. Quand vous voyez pas un chat qui se promène dans la rue, c'est signe que le village est mort. Quand vous voyez des personnes qui vont au pain, qui vont chercher les journaux, pour nous c'est indispensable. Les clients répondent présents en ce jour d'ouverture, venus chercher pain, journaux, produits de première nécessité et produits locaux. Oui. Prenez des chaises, parce que là j'en ai porté ça, il faut que je refasse tout. C'est dans une bonne humeur contagieuse que les gérants, Gwen et Philippe, accueillent ce petit monde dans leur nouveau lieu de vie. C'est notre bistrot de vie en fait ici. Alors en attendant de pouvoir le faire exister en tant que bistrot, c'est une épicerie de vie. Et puis on se rend compte que on est hyper attendu. Venu de Loire-Atlantique, en bord de mer, le couple a eu un coup de cœur pour la commune sartoise et pour le projet, porté par une association sociale et solidaire, le groupe SOS, qui accompagne, conseille et investit au fonds de commerce de l'activité. C'est aider à la réouverture de ces commerces-là comme lieu de convivialité et de proximité. Et donc on accompagne la commune à identifier des gérants, on les accompagne et puis aussi on porte le risque entrepreneurial, on noue des partenariats pour que la réouverture soit possible et pérenne. Le programme 1000 cafés est une opportunité saisie au bon par la commune et son maire. Heureux de voir revivre l'épicerie, fermée il y a plus de 10 ans, et bientôt, il l'espère, le café-restaurant. Dans l'idée de pouvoir peut-être avec eux travailler sur des projets d'animation, etc. Donc c'est vraiment un beau projet qui commence à prendre corps. En attendant la fin des restrictions sanitaires, Gwen et Philippe proposent leurs services multiples dans la bonne humeur. C'est quoi, des clémentoches ? C'est ça. C'est nouveau en France et Cocorico, Hélène, c'est un Manceau qui en est à l'origine. Le docteur Fabrice Denis s'apprête à lancer un carnet de santé numérique. C'est une application baptisée Malo qui sera bientôt disponible sur smartphone. Elle permet à travers une série de questions de repérer d'éventuels soucis de santé chez les enfants. Anthony Piton. Le docteur Fabrice Denis n'en est pas à son coup d'essai. En 2019, il faisait parler de lui pour une application d'autodiagnostic du cancer du poumon. L'an dernier, il était à l'origine de maladiecoronavirus.fr, un questionnaire sur Internet utilisé par des millions de personnes. Aujourd'hui, il est sur le point de lancer un nouvel outil numérique, un carnet de santé, sous forme d'application baptisé Malo. L'idée, c'est d'avoir tout en un, c'est-à-dire la possibilité de suivre ces enfants sur le plan de leur développement, donc de leur croissance, leur poids, leur taille, bien sûr, mais bien sûr d'aller beaucoup plus loin que ce que permet le carnet de santé classique, en faisant notamment une analyse tout au long de leur croissance, de leurs acquisitions, c'est-à-dire voir si ils ont une acquisition motrice qui est dans la normale, est-ce qu'ils ont aussi sur le plan de la sensorielle des acquisitions, la vue, l'audition principalement, qui sont dans les bonnes normes. Au fil de la croissance des enfants,
Plus d'une dizaine de domaines sont testés au travers de questions permettant de repérer les soucis de santé. L'objectif n'est pas de faire un diagnostic, mais au moins de faire des levées de drapeaux, c'est-à-dire de lancer des alertes pour aller consulter et approfondir les examens. Et par exemple, à 8 mois, un enfant, il doit prononcer tant de syllabes, il doit pouvoir tenir assis avec un bon tonus de sa tête, etc. Donc ça, ce sont des choses que l'on ne sait pas forcément. L'application a été validée par un collège d'experts en e-santé. Elle sera déployée en Sarthe à la fin du mois de janvier, avant un développement à l'échelle nationale. Sécurité routière à présent et un chiffre en baisse pour 2020. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts depuis plusieurs années sur les routes de Sarthe. En 2020, 22 personnes ont perdu la vie en raison d'un accident de la circulation dans le département. C'est 2 fois moins qu'en 2019 où il y avait eu 41 décès. Des chiffres qui s'expliquent en partie par l'année passée qui a vu 2 confinements quasi consécutifs et donc moins de monde forcément sur les routes. Comment vont nos entreprises locales face à la situation sanitaire? On en parle avec l'invitée de ce journal, Karel Henry, la présidente du MEDEF Sarthe. Karel Henry, bonsoir. Bonsoir. On le sait, cette année 2020, elle a été assez cruelle pour bon nombre d'entreprises sartoises d'un point de vue sanitaire. Ils ont dû cumuler crise sanitaire et puis parfois crise économique. C'est une situation pas toujours simple pour ces hommes et ces femmes qui sont derrière des petites PME, parfois tout seuls à gérer. Ce mardi 12 janvier, le MEDEF Sarthe va proposer un webinaire, un séminaire donc sur le web. On s'adapte à la crise pour échanger avec ces dirigeants et justement les orienter et leur montrer tous ces dispositifs qui peuvent être mis en place pour les aider. Effectivement, alors des dispositifs qui existaient déjà avant le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, mais qui prend d'autant plus de sens aujourd'hui parce qu'effectivement, on a des dirigeants qui sont bien souvent seuls aux manettes, que ce soit des TPE, des PME. On n'a pas toujours un comité de direction ou un associé à qui parler. L'objectif, en fait, c'est de mettre en avant des dispositifs avec des outils qui sont pragmatiques, qui sont accessibles à tous. On a sur notre territoire donc 2 associations qui sont représentées, notamment donc le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises, le CIP, qui est donc une association de loi de 1901, qui vise en fait à permettre aux dirigeants d'avoir une photo de la situation financière de leur entreprise ou de conforter leur vision de la situation financière de leur entreprise de manière à anticiper devant des difficultés et à éviter d'arriver à pousser la porte du tribunal parce qu'on doit cesser son activité. Voilà, l'idée c'est d'aider avant qu'il y ait une cessation d'activité totale. Effectivement, c'est vraiment un dispositif en amont des dispositifs classiques que l'on connaît. Et quand on n'a pas le choix et qu'on arrive devant la porte du tribunal, c'est effectivement d'avoir des experts composés d'avocats, d'experts comptables, de juges qui sont là pour vous aider, vous aiguiller et peut-être orienter vos décisions. Et vous l'avez dit, ça existait avant cette pandémie, ces aides, mais forcément, est-ce que le public, le profil des gens qui sont venus a été différent ? Est-ce qu'on voit plus de monde aussi qui viennent vous demander de l'aide, qui ont peut-être besoin d'aide ? C'est encore un petit peu tôt pour le dire, parce qu'aujourd'hui, au final, la situation se maintient raisonnablement, j'allais dire. Maintenant, ça va faire 1 an que l'on vit cette situation, donc forcément, on n'est pas tous... Le long terme sera plus dur aussi. Le long terme sera plus dur, on n'est pas tous endurants devant ce type de situation de la même manière. Donc en tout cas, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des dispositifs qui, encore une fois, sont faciles d'accès et avec des personnes en local qui vraiment sont là pour vous aider en toute confidentialité. Alors il y a les difficultés économiques, mais il y a aussi les difficultés psychologiques. Parfois on est tout seul à la tête de son entreprise et on peut aussi avoir besoin d'aide et ce sera proposé. Vous allez montrer des structures qui peuvent encadrer et aider. Oui, effectivement. Je vais parler notamment donc, de l'APESA, qui est donc l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. L'objectif, là encore une fois, association avec des antennes un petit peu partout, déployées un petit peu partout en France. Et donc aujourd'hui, nous avons une structure présidée par Sylvie Cazenave-Perret, qui est elle-même dirigeante de l'entreprise Poisson Packaging, qui va intervenir demain pour présenter cette association, ses modalités, avec pour finalité d'apporter un soutien autre que celui d'une analyse, on va dire technique métier, mais vraiment d'avoir une écoute qui puisse aussi déceler parfois quand vous n'allez pas bien, parce que quand vous êtes dirigeant, on ne le sait pas forcément. On ne le sait pas, on prend soin des autres, on prend soin de ses salariés, on prend soin de ses clients, mais on peut s'oublier en tant qu'entrepreneur. Donc l'idée, c'est d'avoir une oreille attentive qui soit encore une fois, qui agisse en préventif pour
vous orienter vers des spécialistes capables de vous accompagner pour vous soutenir dans les moments difficiles. Et d'encadrer. Et c'est toujours possible de s'inscrire à ce webinaire qui a lieu demain, mardi 12. Le lien, il va s'afficher juste en bas. On envoie un mail à info@medef-sarthe.fr. On peut toujours s'inscrire, c'est bien ça? On peut s'inscrire, le lien vous sera envoyé d'ici demain matin, commencement à 8h30. Très bien, merci beaucoup Karel Henry d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Allez Hélène, à présent avec vous, on va replonger 150 ans en arrière. Oui, il y a 150 ans, la ville du Mans s'est engagée dans une bataille contre l'armée prussienne, un conflit qui s'est tenu les 11 et 12 janvier 1871, une guerre qui a vu naître la Troisième République et a scindé la France et l'Allemagne. Tout le mois de janvier, des commémorations sont organisées, des scénettes en costume d'époque ont été jouées en pleine rue ce week-end. Une montgolfière a aussi décollé de la place de la République, un clin d'œil au ministre Gambetta qui a fui Paris assiégé par les Prusses. Les quelques 6000 Bretons ayant participé à la bataille du Mans n'étaient pas oubliés non plus. Vous les voyez sur ces images, le Bagad Roncert-Mort, un orchestre musical, a déambulé ce samedi. Au total, 3854 soldats sont tombés lors de cette bataille du Mans. Ils reposent dans l'ossuaire du cimetière de l'Ouest. Ce matin, pour la première fois de l'histoire, était donc célébrée une commémoration franco-allemande en présence d'un ministre représentant l'ambassade de l'Allemagne. C'est un reportage de Margot Bianco. Il y a 150 ans, le 11 janvier, la bataille du Mans était engagée. Une bataille d'une ampleur considérable pour l'époque. Historique, c'est le terme qui résume cette commémoration. Pour la première fois au Mans, un hommage franco-allemand est rendu aux soldats tombés lors de la bataille de 1871. C'est une défaite, donc il est évident que l'État, pendant très longtemps, n'a pas organisé de commémoration. Celle-ci était faite surtout par des vétérans. Lorsqu'ils ont disparu dans les années 1930-1940, le relais n'a pas été pris. Et puis, le temps passant, la guerre de 70 a été un peu oubliée. Et donc, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, a souhaité particulièrement mettre en valeur cette histoire, 150 ans après, et rappeler justement les combats et puis les valeurs d'une république qui se fondent aussi à ce moment-là, puisque la Troisième République est fondée pendant la guerre de 1870-71. Une plaque est érigée en souvenir de cette guerre qui a scindé la France et l'Allemagne. Les commémorations continuent jusqu'au week-end prochain. À 16h30 samedi 16 janvier, une cérémonie se tiendra au monument d'Auvour à Ivry-l'Évêque. Et mercredi soir de 19h à 20h, nous vous diffuserons l'émission consacrée à cette bataille du Mans de 19h à 20h et ça sera présenté par Pascal Brulon. Allez, un mot de sport et de foot, Hélène, pour terminer ce journal. Les 100 et or se sont imposés à domicile ce vendredi soir face à Cholet. Résultat 2-0 à l'issue de 90 minutes de jeu sous le brouillard, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les Manceaux sont désormais à la 5e place du classement provisoire avec 25 points. Vendredi prochain, ils se déplacent pour affronter le leader du championnat, Quevilly, Rouen. On y croit. Merci beaucoup, Hélène. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après.